Marelli, voilà, une universitaire prestigieuse, qui a fait une thèse sur la place de l'homme et de la femme dans le cinéma iranien, qui va me corriger si j'ai une bêtise, et qui va vous fournir un grand nombre d'informations passionnantes. Ensuite, Sepideh Farsi est réalisatrice, elle coupe son téléphone. Elle arrive, elle est la réalisatrice, peut-être certains d'entre vous ont vu son film qui s'appelle Red Rose, on prononce avec en anglais, voilà, on pense comme on veut, qui a été projeté dans le cadre de ces journées. Juste là, avant la séance de 18h. Elle a réalisé une quinzaine de films, dont un grand nombre en Iran, presque tous en fait. Beaucoup. Voilà, et donc elle va pouvoir discuter avec nous. Et Mehran Tamadon, non moins prestigieuse invitée de cette table ronde sans table, qui est le réalisateur d'un documentaire exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. Je ne sais pas, on peut le voir en VOD déjà, ou on peut le louer, vous pouvez le louer, vous pouvez aller le voir. Moi je propose qu'on regarde le film et on... Donc, son film, ça s'appelle Iranien. C'est sorti il y a combien de temps? 2 ans? Décembre 2014. Décembre 2014. Et c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un huis clos. Enfin, il a fait plusieurs films. Hein. Il a fait plusieurs films en Iran, mais Iranien est peut-être celui qui a connu la plus grande faveur du public. Il nous en parlera tout à l'heure. Alors, est-ce que chacun a un micro déjà pour commencer ou alors vous avez... D'accord. Donc, moi, ce que je vous propose pour parler de la censure et de la question de quelle solution pour contourner, pour travailler, pour filmer avec la censure en Iran, ce que je vous propose pour commencer, peut-être dans un deuxième temps, vous pourrez poser autant de questions que vous le souhaitez à nos invités, mais ce que j'aimerais bien, et je pense que ça peut être intéressant pour vous, c'est qu'on essaie de comprendre, dans un premier temps, comment ça fonctionne. C'est-à-dire, voilà, il y a un réalisateur qui veut faire un film en Iran. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il doit faire dans un premier temps? Et à quels critères, d'abord d'un point de vue administratif, il doit répondre? Qu'est-ce qu'on peut filmer? Qu'est-ce qu'on ne peut pas filmer? Du point de vue du plan, du point de vue de l'histoire, du point de vue de la morale, etc. Peut-être Assal, tu peux nous dire, voilà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les critères en fait qui permettent à un film d'être acceptable ou pas. D'abord, est-ce qu'il y a des critères qui sont précis? Alors, merci Sonia, bonsoir. Bon, moi j'ai une voix qui porte, mais on m'a dit qu'il fallait absolument prendre le micro à cause de l'enregistrement du son. Moi si je veux résumer, des critères, bien sûr, il y en a. Mais il y a des choses qui sont très floues en ce qui concerne le cinéma iranien. Alors, ce qu'il faudrait peut-être savoir, c'est qu'il y a des choses qui ont changé depuis le début de la Révolution jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, bon, le cinéma iranien, déjà, la politique iranienne est très compliquée. C'est-à-dire qu'il y a donc, ça dépend beaucoup du ministère de la Culture, mais ça dépend aussi des guerres qui se trouvent à l'intérieur des systèmes politiques en Iran. Alors si je veux faire un résumé, au début de la Révolution, donc juste avant la Révolution, bien sûr, il y a eu un mouvement contre le cinéma en général en Iran. Juste au moment de la Révolution, il y a eu des cinémas qui ont été brûlés. Et donc on voyait le cinéma comme le symbole de l'Occident et donc de la décadence. À partir de là, bon, bien sûr, donc, il y a eu la révolution iranienne en 1979 et il y a eu un discours de Ayatollah Khomeini qui était très important pour l'art et pour le cinéma en général. Le premier discours de Ayatollah Khomeini, quand il est arrivé à Téhéran, dans un cimetière de Behesht Zahra, il a dit qu'il n'était pas contre le cinéma, mais il était contre la corruption qui était générée par le cinéma. Donc à partir de là, les gens ils ont dit ah, on peut faire du cinéma alors. Et donc quelque chose a commencé, mais c'était très compliqué parce que les gens ne savaient pas comment se positionner, il n'y avait pas de texte écrit. On a eu la guerre très vite après. Bien évidemment, le grand problème
qu'a posé le cinéma iranien, c'était l'image de la femme, la relation homme-femme, qui était emblématique quand même d'une révolution islamique. Et comment montrer tout ça à l'écran? Les réalisateurs, comme il n'y avait pas de texte, ils ont commencé à faire autrement. C'est-à-dire qu'ils ont décidé soit de ne pas montrer les femmes, soit de montrer par exemple des enfants à la place des femmes. Ils se sont éloignés des villes pour aller dans les milieux ruraux parce que c'était plus facile. Parce qu'une ville, c'était plus compliqué, les relations, pour les montrer à l'écran. Et donc, voilà, petit à petit, les choses, ils ont changé. Il y a quand même 3 temps, si on veut vraiment marquer. On va essayer peut-être faire plus d'aller... vite. oui, enfin, je ne sais pas que ce soit pas intéressant, mais il y a un moment donné quand même où il y a une sorte de code de la censure qui est écrit. Oui, C'est-à-dire tout qu'il y a à des fait. règles Oui. qui sont écrites, qui précèdent juste l'arrivée de Khatami au pouvoir, Oui. et qui sont quand même des règles absolument extravagantes pour nous, de cadrage. J'ai Tout à lu, fait. j'ai révisé un peu. Par exemple, on ne peut pas mettre une lumière tamisée. Ça, c'était à Sauf- l'époque. Hein. Oui, Oui, avant, donc, tout à fait, sauf avant l'arrivée. si c'est des personnages négatifs, parce qu'une lumière tamisée, alors c'est une intimité, quelque chose de potentiellement sulfureux, donc pas de lumière tamisée, une grosse lumière qui éclaire bien fort, de manière à ce qu'il n'y ait pas la moindre, pour dire les choses clairement, érotisme potentiel dans la scène. Est-ce que tu peux donner quelques exemples à ça, Alors, des vêtements par exemple? Alors, du coup, à cette époque-là, donc un peu... Jusque très récemment, hein, c'est-à-dire jusqu'à Dans les années 10, dans les années 90, le milieu des années 90, donc on avait donc cette histoire des lumières, bien sûr les couleurs vives, par exemple la couleur rouge, on ne pouvait pas beaucoup l'utiliser parce que ça crée une excitation, des choses comme ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait quand même 2-3 grands problèmes dans le cinéma iranien. La première, c'était la femme. Deuxième, relation homme-femme. Troisième chose, bien évidemment, c'est montrer le pouvoir, comment montrer les dirigeants, des choses comme ça. On n'a pas droit de toucher à tout ce qui est politisé et tout ça. Et le religieux, bien évidemment, la police des morts. Ça, ce sont des choses qui ont été très, très compliquées. On n'avait pas trop le droit de les montrer. Et petit à petit, les choses ont changé avec l'arrivée de Khatami, si on veut faire vraiment grosso modo, bien sûr. Il faut savoir que quand on fait, je pense que si je veux résumer, si on veut faire un film en Iran, il faut savoir qu'à partir du départ de l'idée, en fait, on doit montrer aux instances. On peut peut-être demander à nos amis réalisateurs comment ça se passe. Sépidé, vous êtes celle peut-être qui a tourné le plus de films en Iran. Est-ce que vous pouvez nous dire juste comment ça se passe, les relations avec les autorités, entre le moment où on a une idée et le moment où le film sort, en quelques mots? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, tout et tout et son contraire, on va dire. Et, en fait, c'est vrai que, enfin, pour compléter ou ce que Assal vient de décrire, il y a tout ça et en plus ça bouge tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait jamais exactement à qui on a affaire exactement. Et puis eux, en fait, selon si vous habitez en Iran, si vous êtes résident à l'étranger, si vous venez de telle famille ou autre, en plus des codes écrits et en plus du sujet que vous présentez, que ce soit une fiction ou un documentaire, mais encore plus pour les fictions puisque vous présentez le scénario, pour avoir l'autorisation de tournage, on vous juge sur qui vous êtes aussi. C'est-à-dire, j'ai eu des questions comme « Ah, mais il paraît que vous êtes d'origine afghane. » Je dis « Oui, et alors? Quel rapport ?» Bon, par exemple, hein, voilà, ça, mais ou le fait de résider à l'étranger. Mais en gros, donc il y a la présentation du scénario, ensuite on tourne le film, qui le produit, donc qui le produit, qui est le directeur de production, enfin tout. Il y a beaucoup vous ne pouvez pas travailler avec des gens dans votre équipe technique ou en tant que comédien, mais surtout les comédiens ou des producteurs qui sont mal vus. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, sur un de mes films, on m'a dit ce producteur, le précédent, tu ne peux pas le prendre parce qu'il ne t'a pas contrôlé. Tu as fait ce que tu as voulu, donc ça ne marche plus. Il faut choisir, il faut changer de producteur. Donc, il y avait, à un certain moment, il y avait même un agrément, un réel agrément pour un certain nombre de techniciens qui devait être listé. Alors, il y a les syndicats de techniciens. Techniciens avec une moralité conforme à celle qui était souhaitée et d'autres qui n'étaient pas. Tout à fait. Et après, une fois que le film est fait, alors on vous
fiche la paix, disons, une fois qu'on vous a imposé éventuellement, si vous avez choisi ce qu'il fallait, ou en tout cas si vous avez la chance de tomber sur des gens que vous choisissez et qui ne posent pas de problème, ça va. S'il y a quelqu'un qui pose problème, on vous dit bon non, ça va pas. Dans les éléments clés, donc il faut changer. Et puis, une fois que vous avez tourné, vous avez encore le loisir de monter comme vous voulez, mais à la fin, en fait, il faut quand même montrer le film. Donc là, vous avez donc visa de sortie ou pas visa de sortie, et c'est le film est vu ou il est mort. Et à un moment donné, pendant une certaine période, on ne pouvait pas même sortir le film de l'Iran. C'est-à-dire que non seulement il n'était pas vu à l'intérieur du pays, il n'était pas vu à l'extérieur, et vous n'aviez plus l'autorisation de tourner le prochain. Donc moi j'ai été confrontée en fait à un cas comme ça pour Le Regard, qui est un film que j'ai tourné, qui traite en fait de bien avant donc Red Rose, mais du cas d'un exilé politique qui rentre après 20 ans d'exil en France, qui est un ex-cocho, voilà, qui rentre, qui a quitté l'Iran au début des années 80 et qui revient 20 ans après, dans les années 2000, pour faire un règlement de compte, un bilan amoureux, affectif, politique avec et le scénario, je l'avais soumis. Il a été approuvé. Il a été approuvé. Je tourne, je finis le tournage et à la fin, c'était la fin de l'ère Khatami en fait. C'était juste, ça coïncidait avec l'arrivée de l'équipe Ahmadinejad, mais ils n'étaient pas encore partis les précédents. Et ils me convoquent, ils disent, mais c'est impossible de donner le visa de sortie à ce film-là. Je dis, mais pourquoi vous avez vous-même, c'était la même équipe encore, qui avait approuvé le scénario. Ils disent, ben non, c'est pas possible. Je dis, mais j'ai tourné exactement ce que j'avais écrit. Vraiment, vous pouvez, oui, mais ça pose quand même problème. Qu'est-ce qui pose problème? Donc, les messieurs m'expliquent qu'il n'y a pas de femmes hein, dans les services censuraires, c'est que des hommes. Et voilà. Et puis, ils disent, mais il revient, il est amoureux de sa belle-mère. Je dis, mais dans le film, si vous l'avez vu, avant de devenir sa belle-mère, c'était son amant. Donc, où est le problème? De toute façon, il ne se passe rien, ils ne se touchent même pas, ils ne font que parler. Oui, mais ils passent la nuit dans un hôtel, c'est un couple non marié, c'est pas possible en Iran, vous le savez bien. Je dis, oui, mais bon, c'est une fiction, enfin, on va pas... Bon. Non, c'est pas possible. C'est très naïf. Et voilà. Non, mais bon, c'est un cliché, mais que tout le monde a souvent envie de poser, c'est est-ce que cette censure a été un facteur de créativité? En fait, parce qu'on a quand même une grande cinématographie iranienne, on a des grands cinéastes, etc. Est-ce qu'on peut être reconnaissant en un sens quasiment au régime d'avoir imposé de telles restrictions? C'est très ennuyeux cette question. Je vais répondre. Vas-y, Mera. Tu veux répondre? Ouais, parce que c'est un paradoxe. Sans la censure, on ne serait pas là ce soir. C'est ce que dit Panahi et c'est ce qui était inscrit très judicieusement sur le programme. Cette censure, enfin nos problèmes sont des sources d'inspiration, à un sens, et de création. Oui, non mais... bon, déjà juste dire un petit truc, revenir un peu en arrière, c'est que moi quand je fais mes films, disons, la censure, elle est à l'intérieur même d'un bégaiement qui est chez moi. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que... parce que moi, disons, le pari que je fais, c'est que la critique, donc envers, s'il y a une critique envers donc, les mollahs ou les bassidjis ou le système qu'ils défendent, la critique doit se faire face à eux. Donc pas au montage, quoi, mais au tournage. Donc tout ce que j'arrive à leur dire directement, et dans le film, et tout ce que j'arrive pas à leur dire, bon bah, il va falloir faire comprendre d'une manière ou d'une autre que, voilà, donc par des silences, par un bégaiement, par voilà, tout un tas de jeux, de montage, d'ellipses, de faire comprendre que voilà, il y a la peur, quoi. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et voilà, donc il y a l'autocensure. C'est vrai qu'avant peut-être de se demander si la censure est très productive, il faut aussi parler de cet aspect important qui est effectivement l'autocensure. Oui. Donc qui est intégré la loi, intégrer les interdits. Et moi je travaille là-dessus. Disons mon sujet à moi, il est plus sur ça, quoi. Donc on comprend, j'essaie de faire en sorte, mais bon, ça se trouve on ne comprend pas, mais ce que j'essaie de faire, c'est que le spectateur comprenne qu'est-ce que moi j'arrive, qu'est-ce que je m'autorise à dire face à eux. Voilà. Oui, c'est exactement ça. C'est ça qui m'intéresse. Et jusqu'où tu peux aller, voilà. Jusqu'où moi je peux aller, quelle est ma limite? C'est ma limite à moi, ça se trouve. C'est bien, il serait allé plus loin, mais grosso modo, ma limite à moi, qu'est-ce que je peux faire face à eux? Jusqu'où est-ce que moi je peux aller?
Donc j'apporte pas disons, au montage, je n'apporte pas donc une critique qui serait apportée au montage, même si tu le fais de toute façon. Ensuite, par rapport à la question que tu soulevais, c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'une partie de... Mais bon, ça se trouve, tu n'es pas d'accord, hein, mais une partie, disons, du succès du cinéma iranien est dû à ça, au fait qu'il soit, disons, subversif ou interdit. On est, disons, souvent, je trouve pas toujours à juste titre, hein, disons, le réalisateur iranien, il est un peu héroïsé, quoi. Il est un peu héroïsé, il est un peu sublimé, comme quelqu'un qui arrive à faire, en gros, il ramène des images d'un ailleurs impossible voilà, donc à filmer, à montrer, et que voilà, donc il est très... Mais la question c'est, est-ce que la censure est productive, elle est créatrice, est-ce que la contrainte crée de la beauté, crée quelque chose d'exceptionnel? Est-ce que la beauté du cinéma iranien, elle, on peut la lier à toutes ces contraintes? Moi, en tout cas, ce que je trouve, c'est que la censure chez Panahi a complètement transformé son cinéma, par exemple. Jusque-là, avant donc qu'il soit interdit de faire ses films, il filmait des films, il faisait des films normaux, quoi. Tu vois, en gros, il avait des comédiens, et puis voilà, avec une lumière, et puis avec tout un tas de trucs. Bon, il était dans un cinéma un peu classique, tu vois. Et depuis qu'il ne peut plus faire ses films, bah, au fond, il devient plus un réalisateur de films expérimentaux, quoi, où il a amené à se filmer lui-même, disons, à se mettre en scène, à réfléchir à son personnage. Après, bon, bah, est-ce que c'est bien fait ou pas, c'est une autre question, mais en tout cas, c'est ça qu'il a amené à faire. C'est Pidé. C'est difficile, c'est très très difficile. Je réfléchissais en vous écoutant et je ne donnerai pas de réponse comment dire, j'aurai pas de réponse nette. Je pense que il faut ouvrir à d'autres pays. Regardons par exemple le cinéma soviétique. Je ne dis pas qu'on va parce qu'on n'aura pas le temps. Je nomme juste et on va passer. Regardons le cinéma soviétique ou le cinéma russe maintenant. Avant, avec la censure, après la censure. Regardons le cinéma espagnol. Et regardons le cinéma iranien. Ça dépend. Il y a plusieurs facteurs. On ne peut pas systématiser comme ça. On ne peut surtout pas dire que la censure est... comment dire, aide à être créatif, puisqu'on est obligé, donc on le fait, c'est notre survie. Si mon moyen d'expression, mon médium, c'est le cinéma, je suis obligée, en tant que cinéaste, si je me respecte et si je veux être, donc de trouver le moyen de le contourner, forcément. Donc ça, c'est clair. Mais est-ce que c'est positif ou pas? Je trouve, par exemple, que le cinéma iranien est dans un creux quand même. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons films, hein. Il y a toujours des bons films qui sortent de l'Iran, mais à force, ça devient... ça se vide de l'intérieur, à force de contourner. Après, ça dépend comment chaque cinéaste se positionne. Si on peut être à l'intérieur ou si on choisit de s'exiler et d'exercer à distance, parler toujours de l'Iran ou de parler d'autres choses. Donc, je trouve que c'est très difficile de donner une réponse en bloc ou nette, en tout cas, à cette question. Est-ce que la censure aide à, tu vois, Non, ce qu'on peut peut-être, sans aller donner une réponse précise, et là vous allez nous aider à ça, c'est dire que ces contraintes ont produit une cinématographie très spécifique. Mais avant la Révolution, et je passe le micro, avant la Révolution, il y avait la censure aussi en Iran. Oui, on n'a pas commencé en 79, tu vois. Il y avait une cinématographie qui était aussi très spécifique. Oui, mais je veux dire que c'est... Oui, je laisse à ça. Mais bon, c'est complexe. Hein. Je pense que, grosso modo, on ne peut pas dire que la censure crée de la beauté. Mais ce qu'on peut dire, c'est que... La contrainte. Moi, ce que je pense, c'est que les contraintes, une censure, créent une forme de langage. C'est ça qui m'intéresse. La beauté est subjective. Un langage est objectif. Donc, on regarde le cinéma iranien, on trouve un langage particulier qu'on ne trouverait peut-être pas ailleurs, parce que cette censure-là, elle est particulière, qui se rajoute à un autre élément qui est la culture iranienne. N'oubliez pas, on a parlé de la censure de l'État, de l'autocensure, mais pas de la censure culturelle. Combien de fois j'ai interviewé des réalisateurs ou des réalisatrices
qui m'ont parlé de ça. Par exemple, je vous parle d'une scène d'une réalisatrice iranienne qui s'appelle Rarshan Bani Etemad. Elle avait un film qui s'appelait Foulard bleu. Et donc, il y a une scène d'amour très symbolique où, en fait, on ne voit rien, mais on a des pieds nus au moment en fait, on voit juste le bas. On a une robe de mariée avec un monsieur avec des chaussures très habillées. Ça part dans un truc d'eau. On ne sait pas pourquoi dans la cour de la maison, il y a de l'eau. Ils passent dedans, la caméra les suit. Après, ils reviennent. Après, la caméra reste fixée, hors champ, on ne les voit plus. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Côte extérieure, nuit, les petites lumières. Voilà, donc là, c'était la scène d'amour voilà, c'est les années 90. Ça c'est ce cinéma-là des années 90. Et j'ai interviewé la réalisatrice. Et elle me disait, mais je ne suis pas sûre que si cette censure-là n'existait pas, je pense pas que elle ne voyait pas montrer cette scène complètement, par exemple, comme tes scènes à toi. Elle n'aurait pas pu le faire. Voilà, parce qu'elle disait que la génération qu'elle montrait là dans ses films, elle ne peut pas montrer leur nudité, leur sexualité. Donc tout ça, c'est aussi des questions subjectives, personnelles. Tout ça, ça se mélange. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cinéma iranien a un langage particulier. Ils ne se sont pas concertés pour dire « Allez, on va faire comme ça et ça va donner cette grammaire-là », mais ça a créé cela. Après, est-ce que c'est beau, c'est pas beau? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on peut aimer, ne pas aimer? Voilà. Donc, je pense qu'on pourrait plutôt parler d'un langage. J'ai vu qu'il y avait des questions dans la salle. Juste avant de vous donner la parole, je voudrais juste soulever un dernier point rapide. C'est la question, effectivement, de l'exil. C'est-à-dire, pour contourner la censure, il y a aussi la possibilité de partir. Et la question se pose de manière assez cruciale pour les Iraniens qui ont quitté le pays. Est-ce qu'on peut réussir à filmer quand on a quitté son pays? Alors, Sepideh a essayé, mais est-ce que Mehran va réussir à faire un film en dehors d'Iran? Est-ce que tu as un projet, Mehran, tu peux nous dire de faire... Est-ce que tu pourrais filmer autre chose que l'Iran? Après avoir fait un film qui s'appelle Iranien. Filmer autre chose que l'Iran, c'est ça. Comment? Non, en fait, le problème, c'est que moi, on me paye pour aller filmer les monas, c'est ça le problème. Et trouver de l'argent pour faire... trouver de l'argent pour filmer d'autres trucs, c'est vrai que c'est donc financer d'autres types de films que sur l'Iran, alors que finalement, moi, je suis un petit peu... on me dit souvent, pourquoi est-ce que tu ne fais pas un Iranien 2, par exemple, tu vois, plein de gens me disent des choses comme ça. Donc du coup, c'est vrai que c'est très problématique parce qu'il y a une attente et souvent cette attente-là est déçue parce que moi je ne suis pas forcément là-dedans. Et voilà. Donc après, effectivement, j'ai envie de faire des films en France et j'ai aussi envie de repartir en Iran faire des films là-bas. Tu vois. Sepideh, est-ce que tu imagines filmer autre chose que l'Iran ou des histoires iraniennes? Et qu'est-ce que tu penses des cinéastes iraniens qui se sont essayés à parler d'autre chose que l'Iran? Par exemple, Mark Malbaf qui est allé en Afghanistan, Kiarostami qui est allé au Japon, qui est allé en Italie. Est-ce que c'est réellement probant en fait? Est-ce que sans censure, on fait des bons films? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer sur les films de mes confrères, en tout cas pas ici, mais ça dépend. Je pense que ça dépend de chacun. Peut-être que pour quelqu'un qui a vécu à l'extérieur depuis un certain nombre d'années comme moi, on aurait peut-être plus de facilité à le faire, nous, qui vivons à l'extérieur, que les confrères qui vivent à l'intérieur du pays. Même si Kiarostami voyage énormément, même si Robadi vit à l'extérieur depuis quelques années, je pense que oui, il faut être plus à l'aise quand même un peu dans le milieu là où tu vas filmer. Là, j'ai fait Red Jaws en Grèce, j'ai tourné à Athènes, certes, je n'ai jamais vécu réellement en Grèce, mais je le connaissais assez bien, puis c'est vrai qu'on parlait de l'Iran. Mais là, par exemple, mon prochain film se passera, c'est une histoire qui n'a rien à voir avec l'Iran, et ça se tourne en Grèce. Et voilà, avec Red Jaws, j'ai franchi le pas, et je vais le faire. Je pense que on verra si le film sera réussi. Exactement, vous me le direz. Mais je pense qu'il y a une censure économique aussi dans ce que tu dis. Et ça c'est très important. Il faut savoir que les instances ici, enfin partout dans le monde, hein, mais ici aussi, on peut nous imposer. Parce que quand on ne nous donne pas l'argent pour faire tel film et qu'on dit allez faire ça plutôt, on vous donne de l'argent pour ça, c'est une forme de censure. Ou le contraire. Juste, il y a plein de questions, vas-y. Non, peut-être. Vas-y. Avec ton micro. Parce que j'ai oublié en même temps. Ça va revenir. Jeune homme. Dans l'ordre, il y avait une jeune femme.
Oui, justement, en parlant de ces cinéastes en exil, est-ce que les films qui sont tournés en Italie ou au Japon, comme Kiarostami, en quoi est-ce qu'on peut dire qu'ils sont... Est-ce qu'on peut dire déjà que ce sont toujours des films iraniens? Et en se basant sur quoi? Est-ce que sur l'esthétique ou les thèmes, on peut toujours dire qu'il s'agit de cinéma iranien? À mon avis, Assal est la mieux placée. En fait, je pense que votre question pose sur l'iranité, ce qu'on peut appeler, comme appelait Barthes, italianité, donc on peut partir sur iranité. C'est compliqué de répondre, c'est-à-dire que je ne vous vois pas, donc je vais laisser les gens passer. Je pense que je posais la question une fois dans un entretien à Farhadi, qui m'a dit, de toute façon, moi, à partir du moment où c'est mon regard, je suis iranien, mon regard est iranien parce que j'ai vécu des choses en Iran jusqu'à l'âge de 45 ans. Donc, où je vais, où je fais les films, pour moi, ça sera un film iranien. Donc, voilà, ça c'est la question. Vous voyez ce qu'on disait sur censure, autocensure, la culture, tout ça. Donc, je pense que l'iranité est là. Dans ce regard qu'on pose, c'est ce rapport entre le filmeur et le filmé, vous voyez, celui qui filme et celui qui est filmé. Et c'est à partir de là où vous pouvez voir l'iranité. Par contre, est-ce qu'un film est iranien? Ça, c'est autre chose. Parce que pour moi, à partir du moment où la production est étrangère, le film est étranger. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, le film de Sepideh, ce n'est pas un film iranien, dans le sens où la nationalité du film, en tant que production, n'est pas iranien. Par contre, il y a un regard d'une femme qui a vécu quand même pendant des années en Iran, qui a rapporté son histoire, ses racines, et un déracinement avec. Donc, c'est ça l'iranité pour moi, voilà. Mais la nationalité du film, c'est autre chose, c'est plus administratif, et c'est les festivals qui vont vous dire, par exemple, ce film, vous pouvez le prendre, vous voyez, donc c'est deux choses différentes. Voilà, juste aussi pour rebondir sur ce que dit Assal, et ça renvoie aussi à ce que je voulais dire avant, c'est que moi, en tout cas mon cas à moi, j'ai pas l'impression que mes films soient iraniens. Parce que, en tout cas, les questions que je me... Parce que déjà, je suis en France depuis l'âge de 12 ans, et comme tu disais, nous, on est... Enfin, moi, personnellement, je suis très ancré dans la société française et m'intéresse. Et puis, voilà, les questions que je me pose en Iran avec les Bassidji, c'est quelque part la question du rapport à l'autre. Et l'autre, il n'est pas forcément iranien, l'autre, il peut être ici, en France. Donc, et j'ai l'impression que je me pose des questions sur la question de la mixité. Et cette question de mixité elle n'est pas une question tellement iranienne, tu vois. Et elle n'a pas vraiment intéressé le cinéma iranien. Et moi, si je m'intéresse à cette question-là, c'est parce que je me suis intéressé à tout un tas de philosophes que j'ai lus ici, comme Michel Foucault, qui s'est intéressé à la question du pouvoir, à toutes ces choses-là. Donc, je n'ai pas l'impression que même si je fais des films en Iran, même si je fais des films sur les mollahs ou les bassidji, tout ça, je sois dans une démarche proche de ce que j'ai vu, en tout cas. Je n'ai pas vu non plus tous les films iraniens, mais soit si proche que ça de la démarche des cinéastes iraniens. Et l'autre preuve, c'est que je ne suis pas forcément très bien accueilli par les réalisateurs iraniens. Ça, c'est autre chose. Je voulais juste dire... Alors, attends, c'est celui-là. Je pense qu'il serait plus juste de dire... D'ailleurs, c'est vrai que parfois, ça devient presque agaçant, on va dire, de qualifier le film par la nationalité ou de la production ou du réalisateur. En fait, je pense qu'il faut s'intéresser au sujet et au traitement des films. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, évidemment, en tant que personne qui a vécu un certain tant d'années en Iran, tant d'années en France, tant d'années ailleurs, là, femme, tel âge, tout ça, ça prédétermine, bien entendu, le regard. Évidemment, c'est normal. Ça, chaque artiste fonctionne ainsi, que ce soit le médium, soit la peinture ou le... Bon, c'est un fait. Mais je pense qu'on est arrivé à un moment où ce serait intéressant pour le cinéma iranien, justement, de définir les films. On va jamais demander à, je sais pas, Gavras, Costa Gavras, il vit en France depuis je sais pas combien d'années, il fait des films parfois sur la Grèce, parfois sur la France, il a fait des films en exil sur la question politique grecque. Bon, voilà, il fait ses films. Donc ce serait, je pense que c'est un moment où il faut ouvrir et dire, voilà, tel réalisateur fait tel film, voilà le sujet, peu importe la nationalité, voilà, la langue du film, on peut pas. Je pense qu'il faut scinder. Non, pas du tout. Non, mais c'est intéressant d'ouvrir. La question est bonne. Je pense que c'est notre regard qui doit changer. C'est intéressant d'ouvrir maintenant et de voir les films autrement. Pour
Autre question? Le jeune homme au lunettes. Merci. J'avais deux questions. La première question, c'est, j'imagine que vous suivez l'ouverture, le processus plus ou moins tumultueux du processus d'ouverture de l'Iran avec l'Occident, notamment les États-Unis, enfin, son évolution géopolitique et tout ce que ça peut inclure après, diplomatiquement, économiquement, culturellement, notamment la jeunesse qui est de plus en plus ouverte au monde occidental. Est-ce que ce processus-là qui commence un peu à s'affirmer, est-ce que ça vous inspire, ça vous anime à des nouvelles thématiques, même si voilà, on enlève les censures, est-ce que voilà, sans censure, qu'est-ce qui vous inspirerait dans cette évolution-là pour vos futurs projets? C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'était, vous en avez un petit peu parlé dans la réponse, c'est sur le milieu des réalisateurs en Iran, parce que là il y a eu un hommage à la fin du film, où il disait voilà, hommage à mes collègues. Alors, de mon point de vue extérieur, déjà, les milieux dans le cinéma, que ce soit en France, aux États-Unis, c'est toujours assez compliqué, il y a toujours des querelles de chapelle, tout ça. Je me dis, avec un contexte politique aussi complexe, et qu'il y a pas mal de querelles au niveau politique, comment, voilà, après je sais que bon, peut-être que le Tarov va peut-être vous empêcher de s'exprimer là-dessus, mais c'était voilà, c'était pas forcément en nommant les gens, mais juste en disant comment on arrive à vraiment, est-ce que les gens s'entraident vraiment, est-ce qu'il y en a qui sont plus pro-régime, moins? Est-ce que ça crée justement du coup une complexité et ça peut être un frein en fait dans l'émulation du cinéma iranien, si on peut le nommer tel qu'il. Vous voyez comme ils s'entendent bien? Oui, non, mais déjà, disons, parler de la jeunesse iranienne, je trouve que c'est compliqué. De la même manière, parler de la femme iranienne, c'est compliqué dans le sens où, imaginez, je transpose en France, je dis la jeunesse française. Qu'est-ce que c'est que cette jeunesse française qui serait homogène, qui voudrait le changement ou qui voudrait pas? Ou bien la femme iranienne, je ne sais pas exactement ce que c'est non plus. Donc c'est pas, voilà, donc c'est pas une entité définissable et homogène qu'on pourrait. Voilà, donc, moi je dis la jeunesse iranienne elle est multiple, la femme iranienne elle est multiple, et cette multiplicité-là, il vaut mieux l'avoir dans ce sens de multiplicité plutôt que de chercher l'identité. Tu vois? Oui. Et donc. Là, tu réponds à quelle question? Donc la jeunesse iranienne qui aspire au changement. Voilà. Donc ensuite, moi personnellement, par rapport à ce que je fais comme film, moi je cherche je suis dans une démarche ultra personnelle. C'est-à-dire la question que je me pose, c'est est-ce que je suis capable d'aller parler avec quelqu'un qui est différent de moi? Donc c'est très particulier comme question. Est-ce que je suis capable d'aller discuter avec un Basiji, avec un Mollah, et de leur dire qui je suis? Est-ce que j'ai cette force-là? Est-ce que je suis capable de me dépasser, de sortir, de m'arracher à mon milieu, mon petit milieu d'un télo, de Parisien ou d'Iranien de gauche, ou voilà, donc d'athée, pour aller discuter avec des gens qui sont religieux, qui défendent la République islamique, et de me faire entendre et de me faire comprendre. Et ne pas me faire tuer. Ne pas me faire mettre en prison. Voilà. Est-ce que je suis capable de créer un lien, une relation entre eux et moi? Donc c'est ça ma question. Donc c'est pas forcément, maintenant que la situation iranienne elle a changé, d'aller apporter d'autres images d'Iran sur d'autres questions. Et cette question-là, elle continue encore à me préoccuper, et c'est là-dessus que j'ai envie de travailler. Donc maintenant, c'était des Mollahs ou des Basiji, mais voilà, donc ça peut être d'autres gens. Voilà, donc c'est plus une question personnelle qui m'anime. Ouais, c'est Pidé, ensuite à ça. Je ne sais pas, peut-être sur la question de... C'était quoi? La question de l'entraide? C'était Ouais. le... Il y avait deux Entre questions, sur l'ouverture et sur l'entraide. L'entraide, Alors, peut-être tu peux répondre un peu sur l'entraide. La situation, le contexte politique actuel et l'ouverture avec l'Occident m'interpelle. Moi, ce qui m'interpelle plus encore, c'est la fermeture à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur de l'Iran, ça va beaucoup plus mal en ce qui concerne les droits de l'homme et le nombre d'exécutions et des restrictions, fermeture de journaux, beaucoup de choses dont on entend peu ou presque pas parler ici, puisque l'axe et la lumière est mis en fait sur l'accord nucléaire et l'ouverture économique. Donc moi, ça m'interpelle. Aujourd'hui, je suis dans une position où je ne peux plus retourner en Iran, de toute manière. Je ferai des films sur l'Iran, je continuerai, mais à distance. Je pourrais pas ressortir, c'est ça. Voilà, il y aura le. Oui, effectivement.
nuance, oui. Ouais, parce qu'on a la liberté. C'est vrai, Tu sais, on peut toujours rentrer. Là, c'est on vrai. dit on a la liberté d'expression. On n'a pas la liberté d'après l'expression. Effectivement, c'est le fameux passeport confisqué à l'aéroport, et puis voilà, la suite. Donc voilà, donc en fait, ce qui m'interpelle, et on est trop près de ce changement, il faudrait attendre un petit peu. Et je pense que ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la géopolitique régionale. D'ailleurs, ce que je disais sur la... Donc, enfin, les choses changent tellement, j'ai pas de réponse immédiate, là, de préoccupation sur, ou d'inspiration immédiate qui me viennent à cause de ce changement, voilà, de politique, de rapport entre l'Iran et Donc et après, sur la dernière l'entraide, question, je vais essayer peut-être à ça, ça, tu peux nous dire, toi qui regardes de loin tous ces réalisateurs, tu auras une vision peut-être plus objective. Alors, Est-ce qu'ils se détestent tous, non plus ou non, moins alors bon, déjà, avant d'arriver à cette question, je pense que par rapport à la première question, ce qu'on peut dire, c'est que comme c'est une ouverture très économique, ça va bien évidemment aider d'une manière ou d'une autre la culture et le cinéma en Iran, comme ça pourrait se passer ailleurs. Donc, il y aura plus de coproduction entre des pays étrangers et l'Iran. Bien évidemment, rien que la question des banques qui viennent d'être ouvertes avec les cartes, tout ça, ça va faciliter énormément de choses. Donc, à ce niveau-là, bien évidemment, qu'il va y avoir des facilités pour plein de gens. Après, ici, les deux réalisateurs que nous avons ont touché deux points très, très, très sensibles de la censure iranienne, c'est-à-dire les deux choses que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire l'image du religieux, deuxièmement, l'image du pouvoir et la contestation de la rue. Donc, c'est très compliqué, peut-être la femme aussi, dans le cas de Sépidé. La femme, bien la évidemment, ce que je vous sexualité, ai dit, l'intime, de toute façon, la relation homme-femme, c'est tellement ancré en moi, cette histoire, que j'en parle. Autocensure. Voilà. Donc, voilà, donc là, ça va être autrement plus compliqué, que ça soit une ouverture ou pas une ouverture. Il faut savoir qu'il y a des limites rouges, complètement rouges, à ne pas dépasser. Donc là, c'est sûr que pour vous, je ne sais pas comment ça va se passer, voilà, je vous le dis, voilà, parce qu'il y a des lignes qui bougent et d'autres qui restent quand même très, très fermées. Après, sur la question des réalisateurs, je pense que c'est partout pareil. À partir du moment où on est connu, les choses se passent, il y a des amitiés, des gens qui sont contre, voilà, c'est partout pareil dans tous les milieux. Mais je pense que votre question peut-être s'apporter sur quelque chose que vous ne vouliez pas tout à fait le dire. Il y a un truc en Iran qu'on appelle les khodi et les non-khodi. Donc ceux qui sont, c'est en fait, c'est une expression qui est née après la Révolution. C'est ceux qui font partie de la chose et ceux qui ne font pas partie de la chose. Et donc, c'est-à-dire les intimes du pouvoir et les non intimes du pouvoir. Ceux qui arrivent à avoir du budget, du pouvoir et ceux qui ne peuvent pas avoir ce budget-là. Donc voilà, ça crée, mais ce n'est pas si... c'était noir et blanc à un moment donné, maintenant ce n'est plus aussi fracturé que ça. Il y a des gens qui bougent, qui arrivent à avoir l'argent de l'État pour faire des films de guerre, et de l'autre côté, après, ils peuvent avoir quand même des idées un petit peu plus éclairées, entre guillemets, bref. Quand même, tu vois, la vie du prophète, enfin, de Majidi, c'est... Mais ce qu'on peut aussi imaginer, c'est que dans la tempête, dans la difficulté, dans la contrainte, peut-être c'était aussi le sens de cette question, il y a une solidarité. On est tous dans le même bateau, on est tous dans la même galère, alors on va se serrer les couilles. À ce niveau-là, c'est un peu faussement naïf. En fait, ça dépend comment on va. Moi, on voit des pétitions, bien évidemment, si on veut parler de ça. Dès que, par exemple, là, je vous donne un exemple, je pense que vous êtes au courant. On a quand même une grande dame de cinéma iranien qui est une très bonne actrice, qui s'appelle Fatemeh Motamedoria. Elle avait un film à présenter, elle est allée dans une ville superbement sympathique, Koshan. Et à partir du moment où elle est arrivée là, en fait, il y a eu des Bassidji qui sont venus l'insulter, faire une manifestation contre elle, en disant qu'elle était la décadence du cinéma iranien, tout ça. Et puis le imam de la ville, après, il a annoncé deuil national dans la ville, parce qu'elle avait mis les pieds dans cette ville-là. Une ville très conservatrice. Une ville très conservatrice, oui. Et à partir de là, bien évidemment, un mouvement s'est créé. Tous les cinéastes iraniens, même les plus, entre guillemets, hardliners, ils ont écrit, ils ont signé des pétitions. Là, il y a le festival de Faj qui est la même chose que un petit peu les Césars ici. Il y a eu un hommage pour elle et tout ça. Donc, bien évidemment, si on parle de cette solidarité-là, il y en a, bien évidemment.
Il y a parfois des films qui se font, des œuvres qui se font de façon un peu, comment dire, en marge. Ou là, il y a quelques jours, j'ai vu un film qui s'appelle Profession documentariste, qui est fait par 7 femmes documentaristes qui ont tourné sur 2-3 ans, hein, quand même. Elles ont mis assez longtemps à finir. Chacune a fait un court épisode sur ces problèmes et ces difficultés, en fait, post-2009, hein, donc, et où, à un moment où pratiquement aucune d'elles ne pouvait tourner. Elles ont fait ça avec très peu d'argent, en s'aidant, en montant, voilà. C'est un peu ce genre je pense, d'exemple que vous cherchiez. Donc ça peut arriver sur le film de Rassoulov, Au revoir aussi. Il y a eu des gens qui ont joué et qui n'ont pas été payés. Et puis il y en a qui se font de la crasse, bien sûr. Et puis on peut arriver, nous de l'étranger, on peut être détesté, ça peut arriver aussi. Donc il y a plein de cas différents. Il y a le meilleur et le pire. D'autres questions? Bonsoir. Voilà, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur la première question, enfin pas la tout à fait première, mais celle qui était avant, sur la culture iranienne et son rapport avec cette manifestation, disons, dans les films. J'essaie de savoir, en fait, si les contraintes de la dictature, comme toute contrainte, de toute façon, développe des créativités. Ça ne veut pas dire que c'est la dictature qui entraîne ça, évidemment. Mais les contraintes entraînent ça. Mais la réponse est tout à fait différente. Je prends un exemple de 2 pays arabes, par exemple l'Égypte et la Tunisie. Sur l'Égypte, par exemple, il y a quelque chose qui ressemble à la chose suivante. L'Égypte est remplacée par une figure de la vache qu'on est en train de traire et qui s'affaiblit de plus en plus. C'était fait dans une chanson de Chirimem. C'est-à-dire, il y a... Préciser votre question, peut-être? Oui. Juste terminer ça. Avec cette chanson qui était dans la rue, bien plus tard après, c'est-à-dire plus que 20 ans que cette chanson existe, on trouve dans le langage des Égyptiens encore trace de ça. Pareil, si je parle pour la Tunisie, c'est découpeur de cheveux en 4, et je vais aller, puisque vous me donnez vite, je vais vite, mais le couper en cheveux en 4, c'était une manière de contrôler aussi, de contrer la dictature. Donc, est-ce qu'il y a des moyens spécifiques, que ce soit l'humour par exemple, ou découper les cheveux en 4, etc., qui sont spécifiques à la culture iranienne pour ça? Voilà ma question. D'accord. De vous dire une expression comme ça, j'en ai pas en tête, mais par contre, ce qui est sûr, donc ce dont on a parlé là, c'est le langage implicite, qui est assez culturel aussi en Iran, mais bien évidemment. Mais ce qui est intéressant au niveau du cinéma, on est plutôt dans le langage filmique. Donc c'est plutôt l'image qui va parler des choses que dans les mots, on ne peut pas les dire. Donc je parle notamment là pour, par exemple, tout ce qui est relations amoureuses, sexuelles et tout ça. Il y a énormément de choses qui peuvent être montrées symboliquement ou à travers des choses cinématographiques. Par exemple, un cut direct, pour moi, ça c'est une forme de langue, de langage. Voilà, vous faites un couple, voilà. Donc un cut direct, et donc vous passez d'une scène à l'autre, et là vous allez deviner que dans cette scène-là, ils se sont embrassés. Où vous avez des portes fermées, des fenêtres qui s'ouvrent, des rideaux, tout ça, ça devient des symboliques du cinéma iranien. Un enfant qui peut... il y a eu à un moment donné dans l'histoire du cinéma iranien où l'enfant prenait la place des adultes pour qu'ils puissent dire des choses. Parce qu'il y a des choses que les enfants peuvent dire. Donc on a vu notamment beaucoup ça dans les films de Panahi, par exemple. Les enfants peuvent dire des choses que les adultes ne peuvent pas dire. Donc voilà, donc tout ça, ça crée ça, et donc on est dans ce langage implicite. Voilà. Il y a un jeune homme qui voulait poser d'abord une question. Ouais, moi je voulais savoir,
La censure, ça touche pas forcément que les cinéastes eux-mêmes. Je voulais savoir en Iran comment la censure s'exerçait par exemple sur l'éducation ou sur les cinémas. Par exemple, est-ce que les gens projettent parfois dans certains cinémas de Téhéran, je sais pas, des films qui sont normalement censurés? Étrangers, vous voulez dire? Des films étrangers? Ouais, étrangers ou iraniens. Enfin. J'ai pas compris la question. Alors, les films censurés ne peuvent pas être projetés. Les films censurés ou interdits en Iran, que ce soit iranien ou pas, circulent sous le manteau en DVD. Ouais, justement, je parlais de sorte de projection un peu comme il y a des pièces de théâtre underground. Alors, il y a des pièces de théâtre et il y a des projections privées. Il y a des projections privées, bien sûr, mais en lieu privé, pas dans un cinéma. Dans un cinéma, vous ne pouvez pas projeter un film qui n'est pas visé, qui n'a pas le visa. Que ce soit... Donc, les films étrangers sont censurés, on coupe des scènes. Et puis après, on les montre, enfin, on montre la version censurée. Autrement, ce sont des projections privées. Pour la littérature, c'est la même chose. Il y a un service au ministère, et pour la musique, c'est idem, au ministère de la Culture, il y a des gens qui lisent, voilà, et qui... Alors, j'ai entendu dire que pour les livres, il y avait des mots-clés, donc on les passait, et puis quand ça faisait bip, on regardait, puis... Parfois, il y a des expressions. Un auteur m'a raconté qu'il avait mis des choses absolument invraisemblables qui étaient passées. Par contre, je ne sais pas, le verbe péter, par exemple, ça fait bip, et donc évidemment, ça c'est censuré. On vous dit, bon, vous enlevez ça, vous mettez 3 points. Mais l'expression, enfin, ou une phrase qui était très polémique, comme il n'y avait aucun mot voilà, suspect qui faisait bip, ça s'était passé. Donc, et la musique, c'est pareil, on écoute, alors c'est les paroles, c'est le type de musique, etc. Pour les concerts, c'est pareil. Enfin, tout est soumis à... Pour les expositions d'art plastique, je ne sais pas. Je crois qu'il faut une autorisation de toute façon. Tout est soumis à... Alors après, ça se négocie, on n'a pas... Voilà, donc. Oui, enfin, dans tous les domaines, une sculpture d'une femme nue, ni en Italie, ni en France. On peut montrer à un Iranien officiellement. Mademoiselle, vous avez encore une question? Oui, vous parliez de la mise en scène des enfants pour contourner la censure. Et est-ce que vous pourriez préciser ce point par exemple, dans le film de Gomedi, Les Tortues Lucie, qui montre presque exclusivement que des enfants? Oui, bah c'est ça, hein, c'est ce genre de film dont je parlais. Donc, si je veux préciser, moi, sur quoi j'avais travaillé, j'avais trouvé que les enfants, il y avait 3 formes différentes de l'utilisation de l'enfant. Donc, soit c'est le remplacement complet de l'enfant pour tous les personnages. Donc, comme ça, ils peuvent dire des choses que les grands ne peuvent pas dire. C'est toujours plus facile à mettre dans la bouche des enfants. Deuxièmement, il y a un enfant qui va remplacer, par exemple, dans un film qui s'appelle Bachou, Le Petit Étranger de Bahram Beyzoi, voilà, on a un enfant et une femme, et à partir de là, c'est plus facile, c'est la mère, enfin c'est une dame qui va être sa mère, mais voilà, donc là c'est le remplacement d'un enfant pour un adulte, bien évidemment implicitement, hein, c'est pas dans le scénario, ça, vous voyez, c'est après à travers l'œil avisé qu'on peut voir ça, et puis troisièmement, il y a un enfant qui peut être entre 2 personnages, par exemple le foulard bleu dont je parlais de Rachon Bani et Temot, il y a une petite fille qui est entre les 2 personnages qui sont amoureux, et on voit la relation amoureuse et entre guillemets sexuelle pour moi évoluer à travers la relation de ces 2 adultes à travers l'enfant. C'est-à-dire par exemple, il ne peut pas toucher sa fiancée, il va toucher la tête de la petite fille. Et voilà, petit à petit, en mettant tout ça les uns après les autres, vous trouverez une grammaire implicite qui n'est écrite nulle part. Hein, voilà. On a 5 minutes pour une dernière question, Monsieur là, avec une papier, réponse ouais. courte. Alors moi c'est une question très courte. En rebondissant sur la question du jeune homme, est-ce que quand même le cinéma étranger est représenté en Iran? Il y a quand même des films étrangers qui sont projetés en salle? Oui. Mehran, Képidé, aussi. Oui. Comme j'ai dit, les films, il y a 2 façons. Donc les projections au cinéma ou à la télé des films étrangers sont... alors il y a les films, il y a le pool, disons, comment dire, la banque de films qu'on avait au moment de la Révolution et pendant les quelques années de guerre. On avait des films, je ne sais pas, japonais, censurés toujours, c'est toujours censuré de toute façon. Ou alors on allait vers des cinématographies où le problème de censure se posait beaucoup moins. Par exemple, dans les films japonais, justement, on avait, d'une certaine période, ou un certain type de film, il y avait beaucoup moins de scènes à couper que... Voilà. Donc, ou c'était ça, ou alors pour des productions plus récentes, le ministère de
la culture via la Fondation Farabi, qui est le centre du cinéma iranien, voilà, achète les droits de production internationale, censure. Alors, il y a des choses qui ne passeront jamais. Hein. Il y a des films qui ne peuvent pas passer. Bon, ça, Dernier Tango à Paris, non. Bon, voilà. Mais il y a des films où c'est faisable. Donc on va se dire, ils vont jauger, donc ils vont se dire, bon, bah, celui-là, si je le prends en coupant quelques minutes, ça va aller. Ou alors en enlevant tel son. Donc ils achètent les droits, les films sont censurés, et après sont projetés, sous-titrés, projetés ou doublés, projetés. Voilà. C'est juste pour dire qu'en fait, par contre, il y a très très peu de cinéma qui projette des films étrangers. Il y en a genre 2 à Téhéran, à Capitale. Mais voilà, des fois, il y a des films, par exemple, je vous donne un exemple. C'est la télé qui peut montrer d'autres formes de films. Mais par exemple, moi, j'ai vu Le 8e Sens français, le film français. Je l'ai vu à l'époque, quand j'habitais en Iran, dans un très bon cinéma. Et il y avait une scène censurée, c'est la scène où ils font l'amour, en fait, dans... 8e jour, pardon, 8e jour. Oui, 8e jour, le film français avec Daniel Auteuil et le garçon qui est... Voilà. Donc, Et la question du foulard, elle ne se pose pas non plus pour les femmes... Pour les films étrangers. Pour les non-iraniennes. Non-iraniennes. Donc on voit des femmes non voilées dans les films. Juste une dernière question. Double détente, en fait, s'agissant de ce qui se passe en Iran et ce qui se passe ici en Occident et plus particulièrement en France où vous vivez. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a en Iran une censure par l'argent? Est-ce qu'il y a des cinéastes, puisqu'il doit exister un système de subvention et qu'on sait que les films coûtent très cher, voilà, est-ce qu'il y en a et dans quelle est l'ampleur de cette censure par l'argent? Et s'agissant de vous et des cinéastes iraniens vivant à l'étranger, hors d'Iran en tout cas, notamment en France, vous avez fait remarquer tout à l'heure, quand vous avez dit qu'on vous payait pour faire des films en Iran, que vous avez dit que c'était une forme de censure, de ne pas vous financer pour faire des films ici. Et de faire des films, en gros, je vais dire une bêtise, quoi, faire des films comme on en voit à la télévision, au cinéma, qui ne sont pas des films qu'on classerait comme étant des films iraniens. Donc est-ce que vous en avez d'abord l'envie de faire des films en France qui ne traiteraient pas qu'on ne classerait pas en tout cas dans la catégorie film iranien, et quels sont les obstacles, comme on a pu entendre, on peut dire grossièrement qu'en France, dans les systèmes de financement culturel, on sait qu'il existe quelque chose de l'ordre de l'assignation à identité, c'est-à-dire on va, voilà, donc dans quelle mesure cela affecte ce que vous voulez faire si vous désirez le faire? Oui, c'est sûr que ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, en tout cas personnellement, pour toi c'est peut-être un peu différent parce que tu as fait des films aussi ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, en Grèce. Et pour moi, il y a cette question, comme en fait, les sujets que je traite sont finalement assez marqués, assez forts, c'est d'aller discuter avec donc, les gardiens de la Révolution, les Bassigi, les Mollahs, et puis ensuite essayer de tisser des liens avec eux, et puis voilà, voir ce qu'on peut construire. Donc du coup, c'est très ancré. Et je trouve, moi, que ce qui touche beaucoup le public, et aussi après qui intéresse donc des systèmes de financement public, c'est la question de l'altérité. Quand ils voient mes films, ils disent c'est très intéressant à travers moi de voir l'autre. Voilà. Donc on veut voir cet autre. C'est ça qu'on attend de moi, un petit peu. Donc il y a de ça. Après, il y a une autre type d'inquiétude lié à mon cas à moi, c'est que comme je suis dans une démarche compréhensive et pas critique, en tout cas pas directement critique, on me reproche de ne pas être critique, même au stade de financement. C'est-à-dire, j'ai reçu quand même des refus des commissions d'aide. On disait pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la position critique de l'auteur? C'est-à-dire comme quoi il faut être critique d'emblée, de façon un peu directe et disons, au premier degré. Donc il y a aussi des choses comme ça qui, moi, m'empêchent de travailler. Après, l'autre question d'autocensure, c'est aussi que c'est pas évident, toujours dans mon cas, moi je parle de mon cas, c'est pas évident de filmer des gens avec qui on n'est pas d'accord et de le montrer au public occidental. Et parce que dans quelle mesure est-ce que j'arrive, en fait, tout simplement, à assumer
disons, ma relation. Parce que moi, il y a une question qui se pose. C'est qu'à un moment donné, je filmais, excuse-moi, je m'étale un petit peu, je filmais les Basiji en 2007-2008 et j'étais ultra critiqué par plein de gens, par mes amis, en disant mais pourquoi est-ce que tu vas les filmer, pourquoi est-ce que tu vas les filmer, pourquoi est-ce que tu vas discuter avec eux. Et puis la monteuse avec qui je travaillais, qui est vraiment une très bonne monteuse, une grande monteuse, maintenant elle est décédée, elle s'appelle André d'Aventure. Et elle aussi, elle avait été très critiquée par ses amis en disant mais je comprends pas que tu travailles sur ce film, tu cautionnes le fascisme, c'est pervers ce que tu fais, c'est de la provocation. Voilà, elle avait aussi reçu plein de réactions comme ça de ses proches, des gens qui étaient autour d'elle. Donc à un moment donné, donc elle dit il faut que tu te protèges à moi, protège d'ici quoi, parce que sinon on va te taxer de quelqu'un qui est pro-régime. Voilà. Et puis surtout que les personnes que je filme, ils sont assez charismatiques, ils sont très forts, très beaux, ils parlent très bien, ils sont très convaincants, ils sont très souriants, ils ont tout un tas de choses un peu ils emballent assez facilement le public. Et voilà, donc à un moment donné, la seule solution que j'avais pour les filmer, c'était de me filmer aussi. C'est-à-dire filmer c'est-à-dire être à l'image. Être à l'image, c'était de montrer le contrepoint. Donc si je me filmais face à eux, d'un coup, on allait voir la différence entre eux et moi. Et donc du coup, c'était possible de les filmer. Je ne pouvais pas que les filmer eux, et il fallait que je me filme aussi face à eux. C'était la solution que j'avais trouvée, donc c'était arrivé au milieu du tournage. Je m'étale un peu trop, je crois. Non, c'est intéressant. Et voilà, donc ce que je veux dire, c'est que... Mais en me filmant face à eux, je me suis confronté à un autre problème qui est aussi lié que, d'un coup, tu es à côté d'eux. Tu es dans la même image qu'eux. Et donc tu leur souris. Et puis tu es obligé des fois de dire « Ah oui, oui ». Et puis le spectateur, il voit ça, ici. Et qu'est-ce qu'il va penser de toi s'il voit que tu leur dis « D'accord », alors que tu devrais leur dire « Non ». Alors, donc toutes ces questions-là, c'est pour moi lié à la censure, mais un autre type de censure que moi je vis, qui est lié à la caméra, qui va être montrée, l'image qui va être montrée ici, qui a sûrement modifié un peu l'écriture de mes films aussi, quoi. Ça peut-être le mot de la fin sur la production cinématographique, et sur les subventions et sur la manière dont ça fonctionne un petit peu. Oui, la question portait sur l'argent, c'est ça? Oui. Alors, j'ai perdu le film. J'étais tellement dans l'histoire de rapport que je filmais. Une forme de censure, en fait. Bah, l'argent, oui, bien sûr, oui, c'est ça. En fait, je pense que le diktat de l'argent et le marché n'est pas très différent en Iran qu'ici. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de capitalisme, c'est comme ça, et on ne peut plus y échapper, je pense, à un moment donné. Donc ici, je pense que lui, il l'explique très bien. Moi, j'aime beaucoup là, ce que disait Mehran, c'est-à-dire que lui aussi, ici, il a des problèmes par rapport à ce qu'il va faire. On entend des documentaristes qui veulent faire des choses pour la télé en France. Et des fois, comment ça se fait, par exemple, qu'au moment de Ahmadinejad, à la télé française, on voit toujours des documentaires très visés. Est-ce que l'Iran fait peur? Et là, d'un coup, tout de suite, comment, quand décide qu'aujourd'hui, on a des documentaires sur Arte, super gneugneux, sur Téhéran, moderne, magnifique, mignonne. Donc, ça veut dire que voilà, il y a des gens qui, à un moment donné, décident de donner l'argent pour qu'on fasse ce genre de film ou ne pas en faire. Après, il y a l'histoire aussi de l'indépendance. Est-ce qu'on peut payer de sa poche pour faire un film? Est-ce qu'on arrive à trouver de l'argent autrement pour faire, voilà, par exemple, à l'intérieur de l'Iran, c'est comme ça. Il y a un cinéma qui s'appelle le cinéma indépendant, qui essaye de trouver son argent ailleurs, des fois de sa poche, des fois de la poche des gens qui vont croire dans leur projet, pour qu'ils puissent garder leur indépendance intellectuelle. Sinon, s'ils veulent avoir des subventions de l'État, ils doivent aussi subir les sujets qui sont imposés, comme les thèmes, qui peuvent être d'ailleurs des très grands films, hein, mais avec des thèmes imposés comme la guerre, par exemple là, le grand film sur la grande production sur le prophète, voilà, qui peuvent aller dans un sens idéologique, qui peuvent
des fois être des mauvais films, des fois des très très bons films, parce que les cinéastes savent filmer, savent faire des films. Mais pour avoir de l'argent de ces subventions-là, il faut avoir leurs idées, disons. Et si on veut partir sur la censure et ça, en fait, il y a trois bases en fait qui ont été faites à partir de l'époque Rotami. C'est, si je me rappelle bien, après il faudrait me les traduire, je me rappelle plus, c'était Hedoyat, Nezorat, donc c'est guidance, supervision et une troisième chose. Il y a une première en fait. Donc sur ces trois parties, la première partie, il vous donne 4 numéros de A à D, Aleph, B, D, Jim. Et là, en fait, par rapport à ces numéros-là, vous pouvez être projeté, par exemple, dans telle salle ou dans l'autre salle. Dans combien de salles? C'est par groupe, en fait. Est-ce que ça va être les meilleures salles de la ville ou les mauvaises salles de la ville? Vous voyez? Et tout ça, c'est par rapport au contenu. Est-ce que le contenu va aller dans le sens qu'on veut ou pas? Donc ça crée quelque chose, parce qu'il y a plein de films en Iran qui vont sortir, mais qui vont avoir une séance par-ci, une séance par-là. On vous a donné l'autorisation, mais vous n'êtes pas A, vous êtes D. Voilà, donc c'est sur le contenu, etc. Donc tout ça, c'est par rapport à ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous les trois. Merci à tous. Merci à Sonia. D'avoir été si patient et c'était vraiment très intéressant.